Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mag TV pour votre rendez-vous hebdomadaire Lyon Politique. Décryptons l'actu de la semaine avec les journalistes Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret et le politologue et ancien élu lyonnais Romain Blachier. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, Alexandre Vincendet, la préfecture du Rhône et les PFAS. On l'attendait depuis des mois, on en a déjà parlé autour de cette table. Eh bien c'est fait, Alexandre Vincendet a été exclu par les Républicains. Le député du Rhône a rejoint Horizon et dit tout le mal qu'il pense de Laurent Wauquiez et tout le bien qu'il pense d'Édouard Philippe, qu'il le voit gagner en 2027. L'ancien maire de Rieux-la-Pape est désormais membre de la majorité présidentielle. Toujours respecté par ses anciens collègues des Républicains, il a de l'ambition, beaucoup, trop selon certains. Double question qui est destinée à vous, messieurs. Est-ce que Alexandre Vincendet est le nouveau patron de la droite grand-lyonnaise? Et est-ce qu'il vient de marquer des points pour une candidature en 2026, que ce soit à Lyon ou à la métropole? Romain. Je me rappelle du maire LR de Bron, Jérémy Bréau, qui me disait je fais campagne pour lui pour les législatives, mais je ne sais pas dans quel groupe il va finir par siéger. Et je crois que Jérémy Bréau, pour le coup, avait vu extrêmement juste. Le phénomène le plus intéressant, c'est pas tellement ce qui s'est passé il y a quelques jours, parce qu'en fait, on voyait Alexandre Vincendet être de plus en plus proche de la majorité présidentielle. C'est le fait, en réalité, que ça officialise quelque chose qui n'était pas forcément toujours, admis par l'ensemble des protagonistes. C'est-à-dire, Alexandre Vincendet, sur ce plateau, il a dit qu'il allait essayer de faire une alliance avec David Kimmelfeld. Et cette alliance avec David Kimmelfeld, c'est une alliance que David Kimmelfeld n'assumait pas jusque-là, alors que Alexandre Vincendet disait non, non, mais moi j'ai un deal avec Kimmelfeld, même avant de quitter les Républicains. Et donc, effectivement, ça rebat les cartes pour la majorité présidentielle, plus que pour la droite. Après, la majorité présidentielle étant devenue très à droite, forcément, oui, effectivement, Alexandre Vincendet a des chances d'être un des chefs de la droite lyonnaise, de la droite macroniste. Il reste effectivement aussi la droite LR. Damien? Alors, je partage l'analyse. Je crois que le jeu d'Alexandre Vincendet depuis quelques mois, c'était de se dire pourvu qu'on me vire des LR. Et je crois que les LR sont un peu tombés dans le piège en le virant finalement, oui. Parce qu'ils lui ont ouvert une porte, un boulevard absolument phénoménal. Aujourd'hui, effectivement, il a la personnalité la plus connue de la majorité. Il va partir potentiellement avec des soutiens LR qui ne se reconnaissent pas dans une ligne Ciotti. Encore aurait-il fallu qu'on reconnaisse la ligne Ciotti. Qui connaît la ligne Ciotti aujourd'hui? Et je crois qu'il a un discours qui est assez cohérent. Et là, je rejoins ce que dit Romain. Lyon ou la métropole, nous ne pouvons se gagner qu'avec une alliance. Alors, elle n'est peut-être pas obligée d'être très, très large et d'aller du centre-gauche au centre-droit. Mais en tout cas, il faudra une alliance. Et je pense qu'Alexandre Vincendet s'est mis dans la position de l'ancien LR qui a quand même un discours pur, dur, régalien, etc. Avec un gros pied maintenant dans la Macronie. Et ça va lui permettre effectivement de parler à deux publics différents. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'était capable de le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, en revanche, il n'y a pas des gens qui vont vouloir faire payer à Alexandre Vincendet sa personnalité, son ambition, ses ambiguïtés? C'est possible, donc on ne peut pas garantir que ce sera le chef demain. Mais en tout cas, dans son positionnement politique, il a le meilleur positionnement possible pour s'imposer ou à Lyon ou dans le Grand Lyon. Raphaël, on a vu Alexandre Vincendet hier, qui était votre invité sur ce plateau. Il est très sûr de lui, il est très offensif. Il prône effectivement ce rassemblement de la droite jusqu'au centre-gauche. Mais est-ce qu'il peut, dans les faits, le faire? Est-ce qu'il y a cette attente pour lui? Est-ce qu'au centre-gauche, on attend Alexandre Vincendet? Pour répondre au début de votre question, c'est est-ce qu'aujourd'hui c'est le chef de l'opposition? Bah non, en plus il est à la métropole. En plus il n'est plus élu à la métropole. Il a fait le choix de rester président de sa majorité à Rieux, donc simple conseiller municipal. En réalité, tout le monde a compris que il est resté là-bas parce que c'est lui qui dirige la mairie de fait, même s'il est plus maire. Mais en renonçant à être à la métropole, il se prive d'être effectivement le chef naturel de l'opposition. Après, l'opposition, est-ce qu'il va être capable de la rassembler? Ça, c'est une vraie question, parce qu'il faudrait savoir ce que c'est que cette opposition et qu'est-ce que c'est que la droite. Alors, du côté de LR, et je partage l'analyse, exclure Vincendet, ça paraît quand même quelque chose d'absolument incompréhensible. Un des seuls députés urbains de France qu'ils ont en plus. Hein. Mais et puis pour quelle raison? La raison, c'est de dire qu'il soutient quelqu'un qui n'est pas encore vraiment candidat, qui est Édouard Philippe, plutôt que quelqu'un qui n'est pas encore candidat, qui est Laurent Wauquiez.
Quand un parti choisit son candidat, qui demande à ses adhérents de se ranger derrière ce candidat, c'est normal. Et qu'on exclut à ce moment-là, d'accord. Là, c'est pas le cas encore. Mais par anticipation, ça veut dire qu'au sein de LR, alors qu'on ne peut même pas débattre au sein de LR de savoir qui doit être candidat, alors que Laurent Wauquiez, pour l'instant, ne perce pas dans les sondages. Et ils n'ont pas viré Larcher pour la même chose. D'ailleurs, Larcher a dit qu'il soutiendrait peut-être Édouard Philippe, et il n'a pas été viré. Oui, alors le problème de Larcher c'est pour LR, c'est qu'il a un poids beaucoup plus fort. Il est statutairement membre du parti. Ouais. Il y en a quelques-uns comme ça qui ont une ligne différente, qui ne peuvent même pas être virés du parti. Donc là, LR est un autre symbole du fait que ce parti, aujourd'hui, est vraiment perdu. Bon, d'une part, effectivement, il y a Laurent Wauquiez, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il veut y aller? Il fera peut-être qu'il sorte un peu du bois un jour, mais ce qu'on comprend, c'est que tant qu'il est aussi bas dans les sondages, il ne prendra pas de risque. Donc finalement, ils vont virer quelqu'un pour avoir soutenu Édouard Philippe, alors peut-être que le LR finira par se ranger derrière Philippe. Donc ce serait le comble de l'aberration. Je trouve que le symbole cette semaine, c'était le vote au Sénat des accords CETA avec le Canada. La position de LR, alors là, j'ai absolument rien compris. Moi, je pensais que LR défendait plutôt l'intérêt du commerce international de la France et que portait... pas dans l'agriculture, ils sont protectionnistes en agriculture. Pas vraiment. Pour l'agriculture, en plus, alors cet accord avec le Canada pour l'agriculture, d'un point de vue commercial, il est extrêmement bénéficiaire pour la France. Il est en place depuis 4 ans. Il est appliqué de manière provisoire. Ce qu'on voit, c'est que on avait peur qu'ils nous vendent beaucoup de viande. Pour l'instant, ils ont utilisé que 3% de leur quota, alors que nous, on utilise plus de 90% des quotas de France. Ce qu'a écrit la FNSEA, si vous regardez. Je sais pas, Étienne Blanc a voté pour, François-Noël Buffet a voté contre. Les sénateurs, ça dépend des territoires, ça dépend des Je ne suis pas sûr que sur la chacun circonscription d'Alexandre Vincendey, il y ait beaucoup d'agriculture. Damien, moi, je reviendrai bien en cas Vincendey, mais j'ai écouté effectivement l'interview qui a été donnée à Lyon Mag d'Alexandre Vincendey. Et il a un discours assez cohérent quand même sur quelque chose, et c'est ce qu'on évoquait. L'UMP, en son temps, c'était un regroupement de gens qui n'étaient pas forcément tous sur la même ligne, qui discutaient, et on avait le droit d'avoir des désaccords. Aujourd'hui, si dans un parti, on n'a pas le droit d'avoir des désaccords, et que chaque fois que quelqu'un lève le petit doigt, il est viré, ça pose un problème. Et là où je ne suis pas d'accord avec ce que disait Alexis, c'est que même après avoir défini un candidat à l'élection présidentielle, on a le droit de dire ce n'est pas le candidat que j'aurais soutenu. Pour moi, il n'y a aucune raison de virer vraiment. En revanche, et je l'ai dit sur ce plateau il y a quelques semaines, il y a quelques mois, je pense qu'il fallait demander à Alexandre Vincendey d'éclaircir son positionnement politique, parce que c'est ça qui a posé problème. Mais virer les gens parce qu'effectivement, ils sont plus là ou plus là, pour moi, c'est complètement incohérent. Et je pense qu'ils lui ont rendu service parce qu'il y a des gens qui ne connaissaient peut-être pas Alexandre Vincendey, maintenant ils le connaissent encore plus, et qui pensent exactement comme Alexandre Vincendey. C'est-à-dire que dans un parti ou dans un mouvement de pensée, on a le droit de ne pas être à 100% d'accord avec le patron. Qui plus est quand le patron, en l'occurrence, n'est pas non plus une très très grande figure. On ne peut pas dire non plus que Ciotti, c'est pas un Jacques Chirac, c'est pas, je veux dire, c'est pas la personnalité qui imprime politiquement. Donc, on a le droit de s'exprimer. Et moi, je comprends qu'Alexandre Vincendey soit monté au créneau en trouvant ça un peu scandaleux. Pour finir puis sur ça lui ouvre de nouveaux espaces, en plus, là, sur la métropole. Bien sûr. Des gens avec qui il n'aurait pas pu s'allier avant. Il lui rend service. L'assume un peu plus. Des gens avec qui il était déjà allié le disent maintenant un peu plus clairement. Et puis, il va pouvoir aller trouver des forces là où il ne pensait pas en trouver, alors que... voilà, quoi. Et pour rebondir sur ce que disait Raphaël, est-ce que la stratégie de ne plus siéger à la métropole et donc de ne pas être totalement associé à la stratégie qui est parfois critiquée de Philippe Cochet et au fait aussi que, au final, tous les maires de droite ont l'intention d'aller à la métropolitaine, est-ce que d'arriver en sauveur potentiellement en 2026, c'était pas le bon choix de sa part? Ça peut être effectivement une bonne idée parce que vous avez certains votes à la métropole qui sont parfois compliqués, dans lesquels, évidemment, sur des sujets d'intérêt généraux, on peut se retrouver à voter pour, ou d'autres fois, pour exister, on se retrouve à faire des polémiques contre. Se tenir loin des combats tout en arrivant à avoir une visibilité, parfois c'est la bonne tactique. Allez, deuxième sujet du jour, il concerne la préfecture du Rhône. On l'a déjà vu entrer en conflit à plusieurs reprises avec les écologistes depuis le début du mandat. Et désormais, c'est avec la droite que Fabienne Bouchot connaît de sacrées frictions. Rappelez-vous, la préfète avait retiré à 4 maires de la métropole, tous de droite, leur pouvoir de délivrer des permis de construire pour rattraper leur retard en termes de logements sociaux. Et cette semaine, Philippe Cochet, le maire de Caluire, qui est concerné par cette punition, s'est moqué d'elle. La préfète a donc répliqué en débloquant un programme de logements sociaux. Bref, le ton monte. Est-ce que la préfecture joue à un jeu dangereux ou est-ce qu'elle est justement dans son rôle de faire respecter la loi à droite ou à gauche? Raphaël?
La préfète est clairement dans son rôle. On va quand même rappeler que Philippe Cochet est à la mairie de Caluire depuis un peu plus de 3 mandats. Donc il a quand même eu le temps, depuis sa première élection, de développer les logements sociaux à Caluire. Et puis, l'objectif de Caluire est d'arriver à 25% de logements sociaux, on est en dessous de 20%. Et surtout, sur les 2 dernières années, puisqu'il était en dessous, on passe des contrats avec la préfecture, on s'engage à construire des logements sociaux. Il s'est engagé à en relancer 647, je crois, autour de 650. Et en réalisation, il a tenu que 18% de cette promesse. 18% de la promesse tenue. La parole de Cochet d'avancer sur ce sujet, c'est à ce niveau-là qu'il l'a tenu. C'est le plus mauvais élève en termes d'engagement de l'agglomération. Donc c'était logique que la préfète, assez courageuse là-dessus d'ailleurs, parce qu'on voit bien que du côté du gouvernement, elle ne dispose pas d'un soutien sans faille. Ce n'est pas une petite politique qui est assumée partout sur le territoire, alors qu'il y a une vraie crise du logement dans l'agglomération, et que oui, là c'était nécessaire. Mais ces 15-20 dernières années, on a quand même eu assez peu de confrontations publiques entre la préfecture et des maires ou des groupes politiques. Là, est-ce que Fabienne Bouccio prend un élan qui peut être problématique? Ou est-ce que finalement, comme dit Raphaël, c'est ce qu'il faut faire appliquer la loi? C'est une demande en fait qui a été faite dans une circulaire et puis également lors d'un discours du président de la République au préfet il y a quelques temps, que les préfets utilisent davantage les médias pour expliquer la politique du gouvernement sur les territoires. Alors des fois, effectivement, on peut trouver que c'est une bonne chose. Effectivement, Cochet, il se moque un peu du monde sur son logement social, d'autres également. Et puis des fois, ça a l'air effectivement un peu politicien lorsque, par exemple, sur une question qui est régalienne, qui est la question de l'insécurité, elle s'en prend très très fortement à la ville de Lyon. La ville de Lyon n'est pas parfaite, mais je veux dire, c'est sur son propre sujet que la préfète attaque la ville de Lyon. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est quand même plus politicien qu'autre chose. La sécurité... Elle l'attaque sur des demandes qui sont précises. Elle ne leur reproche pas l'insécurité lyonnaise. Elle lui reproche une partie de l'insécurité lyonnaise. Elle ne tient pas en compte un certain nombre de commandes de caméras qui ont réellement été effectuées par la ville de Lyon. Là, elle a un rôle qui est beaucoup plus politique qu'avant. C'est une demande, encore une fois, assez généralisée. Vous prenez à Poitiers, pour prendre un ancien lyonnais qui a été chef de cabinet de Gérard Collomb, qui est devenu préfet, Jean-Marie Girier. Pareil, il censure un certain nombre de décisions prises par le conseil municipal. Il y a une demande à ce que les préfets soient davantage politiques. Quand c'est pour expliquer la politique du gouvernement et la faire appliquer, c'est normal, on est en démocratie. Il y a des gens qui ont voté pour qu'il y ait ce gouvernement, même s'il est minoritaire à l'Assemblée nationale. Mais d'un autre côté, il y a des fois aussi où ça vire à la querelle politicienne sur la ville de Lyon. Des fois, effectivement, on peut lui donner raison, mais des fois, il y a aussi une envie d'ennuyer clairement une majorité qui n'est pas du bord du président de la République. Les préfets du Rhône ont toujours été des acteurs politiques, mais généralement, ça s'arrangeait à la préfecture, dans des réunions. Là, maintenant, il y a des vraies demandes publiques dans les médias. Damien, mais c'est une stratégie nationale, hein. C'est-à-dire que quand vous appelez le cabinet de la préfète, ils vous disent oui, on nous a demandé d'être davantage dans les médias pour pas se laisser taper sur la gueule juste par les élus locaux, mais aussi pour expliquer ce qu'on fait. Là, c'est pas juste une prise de position médiatique, c'est une prise de risque administratif, politique qui est réelle, parce qu'en récupérant la compétence du logement social, est-ce qu'ils vont réussir vraiment à faire beaucoup mieux et beaucoup plus vite que ce qui était promis par la mairie de Caluire? C'est ce qu'on va voir. Mais enfin, faire pire que Cochet sur le logement social, c'est difficile. Damien, sur ce nouveau rôle... Elle est dans son rôle, la préfète. On lui demande de taper sur les doigts des élus quand ils ne font pas le job. OK. En matière de loi SRU, il y a un sujet. Le vrai sujet, d'abord, c'est pas la loi SRU, c'est pas un sujet Emmanuel Macron, c'est un sujet qui est bien plus ancien que ça. Mais la loi SRU, telle qu'elle a été ficelée, avec des quotas à 20-25% dans les communes, elle ne s'est pas adaptée à certaines communes. Et je ne viens pas au secours de Philippe Cochet, mais certaines communes peuvent le faire sans problème, certaines communes ne peuvent pas le faire parce qu'elles n'ont pas les moyens, parce qu'elles n'ont pas le foncier, etc. Là, je ne connais pas ces dossiers, le dossier qui nous anime autour de Caluire. C'est des plus grandes communes de l'agglomération. C'est des plus grandes communes de l'agglomération, elle est plutôt riche. Mais ça n'a aucun sens ce que vous dites, messieurs. Ce n'est pas parce qu'on a une grande agglomération qu'on a du foncier disponible. Ce n'est pas parce qu'on a du foncier disponible qu'on a les moyens... je te montre les plans sans aucun problème, il y a du foncier disponible. Non, mais qu'on a les moyens de les mettre à disposition ou de les acheter. Je reprends toujours l'exemple de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, qui est une commune riche
par ses habitants, mais pauvre par ses moyens, et qui n'a aucun accès au foncier de Saint-Didier-Mont-d'Or. On parle de choses qui n'ont rien à voir. Mais Caluire est une commune où finalement il y a assez peu de foncier, où il y a des possibilités de signer des permis. Et là, le problème soulevé par Philippe Cochet cette semaine, c'est de dire elle n'a ni plus ni moins signé qu'un permis de construire sur lequel on était déjà en train de travailler, preuve en est. On a fait des réunions publiques sur le sujet au mois de novembre. On a déjà acté tout ça et aujourd'hui, elle sort du chapeau un truc que j'allais sortir du chapeau. Donc aujourd'hui, je pense que la préfète, même si elle est dans son job, allait sortir du chapeau quelque chose qui était déjà dans la tuyauterie. Là, on est vraiment dans de la communication pure et dure entre les deux. Donc ça va continuer. Mais je pense que sinon, elle est quand même dans son rôle. Mais pointer du doigt systématiquement des élus qui n'arrivent pas à rentrer dans le cadre de la loi SRE, alors il se trouve que c'est plus effectivement des élus de droite que de gauche. C'est que des élus de droite. Mais il y a aussi des communes dont il faut prendre en considération les vraies difficultés. Alors, je vais donner la parole à Raphaël, mais je me permets de rebondir. Le foncier, c'est bien, mais s'il est loin des commerces, s'il est loin des transports, au final, construire des logements sociaux qui sont exclus de tout, ça ne sert pas à grand-chose d'un point de vue social, je trouve. Raphaël. Et puis, il n'y a aucune mixité sociale dans le bâtiment là, qui a été signé, en l'occurrence. 23 logements. Mais si vous voulez, je peux vous montrer le plan de Caluire, vous verrez qu'il y a des possibilités près des commerces, il n'y a pas de problème. Ce bâtiment-là, en l'occurrence, dont le permis a été signé, délivré par la préfecture, c'est un bâtiment 100% social, et ça va complètement à l'inverse de toutes les politiques sociales qui sont prônées depuis des années, c'est de faire 23 de la logements, mixité sociale. C'est pas une barre de 200 logements, c'est 23 logements. Et puis c'est pour les dissuader, c'est pour leur dire si vous ne faites pas le boulot, moi je mettrai du 100% social, ce que vous ne voulez pas. Je pense qu'il y a aussi un effet dissuasif de la part de la préfecture. On est dans une guerre d'ego. Est-ce que c'est intelligent de la part de la préfecture de faire un immeuble avec du 100% social? Est-ce que c'est intelligent pour être dans l'entre-soi bourgeois? Alors que depuis 30 ans, on explique, et Romain Blacher le premier, qu'il faut faire de la mixité sociale. Mais il faut faire de la Est-ce que c'est mixité intelligent de ne pas sociale tenir ses promesses en matière de logement social? S'il avait tenu ses promesses, on n'aurait pas cette situation-là. On n'est pas sur le même sujet. C'est parce que Cochet, il ne veut pas de pauvres dans sa commune qu'on est dans cette situation-là. Pour aller vite, c'est parce que Cochet fait du racisme anti-pauvre. Pour aller vite, elle signe un permis pour un immeuble 100% social, alors qu'en réalité, depuis 30 ans, toutes les politiques disent qu'il faut mixer. Donc là, en l'occurrence, ça va vite, ça va peut-être plus vite que si Philippe Cochet avait géré le Bousin, parce que peut-être il ne voulait pas faire ça exactement. Et je trouve que c'est un peu dommage, finalement, pour une guerre d'ego, peut-être de ne pas faire les choses correctement. Alors, pour aller dans ton sens, je pense qu'effectivement, il y a une dimension communication dans ce domaine-là, en voulant leur dire, voilà, si vous ne voulez pas faire le job, moi, je vais vous mettre du 100% social, et c'est ce dont vous avez peur. Et ça, effectivement, il y a un petit côté jeu qui est malsain. C'est pas un quartier. Sur ce point de vue-là, quand on parle de 100%, sur ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi. Quand on parle de mixité, on parle pas forcément. C'est un immeuble social au milieu d'un quartier où il n'y a pas de logements sociaux. On est quand même dans la mixité. Évidemment que l'idéal, c'est d'avoir un mélange dans l'immeuble. Oui, mais sauf que quand il y a beaucoup de retard dans certaines communes, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de construire un petit immeuble. Et la immeuble de communication et le rapport de force. Vous parlez à vos voisins à 3 numéros en amont, 3 numéros plus bas? Vous parlez aux voisins de votre immeuble? Après, la vie d'un quartier, elle se joue quand même sur l'espace des commerçants, sur l'école, sur le collège. C'est la mixité, on va la retrouver dans. Vous prenez des verres avec les gens que vous croisez à la boulangerie pour la première fois? Je prends plus de verres avec les parents de l'école qu'avec mes voisins dans l'immeuble, tout simplement. Pareil. Mais après, il y a aussi un discours politique de Philippe Cochet. Est-ce que là, il me dit, moi, je l'aurais fait, mais il y a quand même eu les municipales entre-temps, et il y a quand même un discours de la mairie de Caluire depuis quelques années, qui est de dire on ne veut pas densifier. Alors, il a deux discours qui sont totalement incohérents, Philippe Cochet. À la métropole, c'est de dire il faut une métropole attractive, il faut attirer des entreprises, des jeunes cadres. Et ils viennent, ces jeunes cadres, ils viennent s'installer où? Beaucoup à la Croix-Rousse. Sauf que quand ces jeunes cadres, quand ils commencent à avoir des enfants, ils n'arrivent pas à se loger à la Croix-Rousse parce que c'est trop cher, parce qu'on ne trouve pas de place. Et ils vont où? Ils vont à Caluire. Et le problème de ces jeunes cadres, c'est qu'ils ne votent pas Cochet. Et quand ils arrivent à Caluire et qu'ils voient que c'est une commune qui n'insiste pas suffisamment... Il va faire comme à Oulin, il va fusionner sa commune pour pas la perdre. C'est peut-être sa solution. Caluire et Cuire et Rieux-la-Pape. Voilà, exactement. Les messages que Cochet envoie à son électorat, c'est son électorat qui est vieillissant et qui est de dire non, mais nous on ne veut pas de logements sociaux, on ne veut pas trop densifier, on veut pas... Et donc c'est une stratégie politique qui est assez risquée. Il se fait élire dessus. Il se fait élire sur le fait qu'il ne veut pas de logements sociaux. C'est assez risqué parce que ça énerve les nouveaux habitants de la ville, les plus jeunes, les parents, qui trouvent que dans la commune, il n'y a pas tous les services qu'on peut attendre d'une commune qui quand même a des moyens, qui quand même se développe.
Donc on verra politiquement si c'est gagnant, mais en tout cas, c'est de la politique que fait Cochet aussi en envoyant le signal qu'il ne veut pas de logements sociaux. Là, on part quand même avec cette loi SRU sur un quart des gens qui vivent dans les grandes villes qui sont susceptibles d'être dans du logement social. Je pense que la loi est mal faite à l'origine. Le logement social est normalement un logement de transition et ce n'est pas un logement dans lequel on est censé rester à vie. Et chaque fois que les règles du logement social ont été remises sur la table, à chaque fois, les gens qui ont proposé ça, et je pense à Christine Boutin, par exemple, ils ont été traités de fachos, par exemple, quand elle a voulu supprimer le bail à vie. Et la vraie solution, c'est que quand les gens dépassent le plafond de loyer, de revenus qui les autorisent à rentrer dedans, il faut leur dire, maintenant, allez chercher quelque chose ailleurs, ça créerait du turnover. C'est juste ça. Et donc là, on est à 25% dans la loi SRU, et on va passer à quoi? À 30%, et puis on va passer à 50%, et on aura toujours le problème, alors que ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le parcours dans l'immobilier, dans la vie des gens, uniquement en mettant des quotas aux communes qui, de plus en plus, ont des difficultés à le faire. Et ça, c'est un discours de la droite contre cette loi SRE, et j'entends le discours de Cochet. Je ne dis pas que j'adhère, mais j'entends, parce que ça fait partie de son discours aussi, de dire arrêtons de penser que le logement social, il y a d'autres solutions pour loger les gens. Visiblement, le gouvernement va d'ailleurs détricoter en partie la loi SRU. Et il y a déjà eu une partie du détricotage dans le sens où maintenant vous avez quand même 4 catégories de logements sociaux, dont le logement intermédiaire qui est complètement accessible à des gens qui ont largement les moyens. Et ça, c'est quelque chose aussi qui pose une vraie question. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on met derrière le mot logement social? Est-ce que c'est vraiment pour des catégories qui ont des problèmes à se loger? Des catégories qui, globalement, votent Macron. Hein. Voilà. Et globalement, vous avez une catégorie dans laquelle, autour de cette table, on pourrait tous prétendre c'est la catégorie intermédiaire qui, contrairement à ce que son nom indique, en réalité est la catégorie pour des cadres supérieurs. Ça existe et ça, c'est du foutage de... on a dans le logement social du plus, on a du PLAI, on a du PLS, c'est de l'intermédiaire, ça a toujours existé, on n'invente rien. Oui, mais on a fait grossir la partie de l'intermédiaire. On donne le sentiment qu'on vient de créer un truc qui existe depuis toujours. En réalité, il n'y a rien de neuf. Oui, mais sauf qu'on a augmenté cette part, et ça, effectivement, c'est un problème. Allez, dernier sujet sur les PFAS. Vous commencez, hélas, à être familier avec ce terme que Damien ne sait toujours pas prononcer. La pollution au perfluoré qui touche le sud-ouest de l'agglomération lyonnaise, le sol, l'air et même l'eau. C'est sur ce dernier volet que la métropole de Lyon a décidé d'attaquer les industriels Arkema et Daikin devant le tribunal judiciaire pour faire appliquer le principe de pollueur-payeur. Les écologistes anticipent, car on le sait, la dépollution de l'eau coûte très cher. Est-ce que Bruno Bernard a raison de montrer les muscles? Ou est-ce que le président de la métropole ne va pas trop vite en besogne, alors même que la préfecture pilote des négociations avec les industriels, et ce, depuis plusieurs mois? Raphaël. C'est difficile de dire au début d'une procédure s'il a eu raison ou tort. C'est-à-dire qu'en saisissant le droit, on prend le risque d'être jugé sur des questions de droit. Moi, je ne connais pas suffisamment l'état de la législation pour vous dire si à la fin, la métropole obtiendra une condamnation, obtiendra l'application du principe pollueur. Mais il y a une prise de risque dans cette décision qui est un peu double aussi, parce que qui est aussi un message envoyé à l'industrie qui peut être négatif. Ils ne veulent pas que personne... Que les industriels quittent l'agglomération, ce serait une très mauvaise nouvelle, parce qu'ils iraient polluer ailleurs, et autant qu'ils restent là où il y a des bassins d'emploi, où il y a des installations. Parce que jusqu'à présent, sur la vallée de la chimie, il n'y a pas eu de discours très offensif de la part des écologistes. Non, jusqu'à présent, ils y sont allés. Alors, leur discours, c'est de dire qu'ils ont d'abord commencé à discuter, et que parce que ces discussions n'ont rien donné et qu'il n'y a pas eu de volonté d'agir de l'autre côté, eh ben, ils en viennent au rapport de force judiciaire en saisissant la justice. L'enjeu, il est d'abord, il sera au final économique, c'est-à-dire que c'est effectivement qui va payer le coût de la dépollution, mais évidemment que ça posera des problématiques politiques derrière, parce que ces industries sauront se défendre aussi pour dire si vous nous faites payer si cher, on va partir ailleurs. Romain, ils ont bien fait d'agir? Alors déjà, il y a eu, c'est pas les premiers à agir sur le sujet, il y avait eu des ONG qui ont commencé à dénoncer ça. Pendant très longtemps, il y a eu du silence autour de cette question-là, autour d'Arkema. Vous aviez les riverains qui en parlaient. Après, on a vu d'ailleurs pendant le match France-Allemagne féminin aussi une banderole d'activistes écologistes pour dénoncer justement ce que fait Arkema en matière de pollution. Il est sûr, en effet, qu'il y a un problème qui est constaté par les riverains. Les maires de droite, d'ailleurs, tout autour, avaient déjà commencé à porter plainte
auparavant. Donc, je trouve que la métropole est dans son rôle actuellement lorsqu'elle est en train de s'intéresser à la santé des riverains, ça c'est sûr. Après, il y a aussi des nouvelles technologies qui évoluent dans les métiers que font Arkema. D'ailleurs, ils en parlent énormément et qui devraient leur permettre justement de polluer moins. Donc, si ces nouvelles technologies qu'ils affichent sur leur site internet, sur leurs publications existent, le problème, une fois la dépollution faite, risque d'être bien moindre. Et non, la métropole est tout à fait dans son rôle en voulant s'assurer du bien-être des citoyens. Par contre, ce qui me surprend, c'est que c'est mis autant de temps à sortir, parce que moi, ça fait quand même quelques années que j'entends parler de cette problématique-là. Alors, ils utilisent des nouvelles substances, mais est-ce qu'elles sont moins polluantes? Est-ce que dans 20 ans, les nouvelles substances, on ne va pas découvrir que finalement elles posent autant, voire plus de problèmes que celles qui sont déversées aujourd'hui? On n'en sait pas grand-chose. Les chimistes, en tout cas, ont l'air de dire que c'est quelque chose qui a un impact qui est bien moindre. Après, moi, je ne suis pas chimiste et personne ne sait. Il aurait fallu voir ce que disaient les chimistes des PFAS quand on a commencé à les C'est la question qui est posée par Bruno Bernard aujourd'hui. Il demande une aversion de l'ordre de la preuve, dire que ce soit aux chimistes de prouver qu'effectivement l'impact est moindre. Mais il a raison là-dessus. Et justement, c'est pour ça qu'il a demandé les études sur ce sujet-là. À l'époque, il y a 20 ans, à la limite, la question de la pollution, elle était quand même beaucoup moins évoquée dans les études des chimistes. Là, elle est prise dans l'étude d'impact. Est-ce que c'est suffisant ou pas suffisant? Encore une fois, je ne suis pas chimiste, je ne pourrais pas vous le dire. Damien? Moi, je pense qu'il est dans son rôle. Ce qui change quand même avec la plainte qui a été déposée en novembre par 34 communes, c'est que la plainte de l'époque était une plainte contre X. Là, c'est une plainte qui est ciblée. C'est ça. Est-ce que ça va faire avancer le dossier différemment? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne maîtrise pas suffisamment le sujet non plus. C'est vrai que c'était très long à venir parce que finalement, cette pollution, on en entend parler depuis très longtemps, même si je ne sais toujours pas prononcer le nom. Non, mais quand on donne le contenu réel, c'est très difficile à expliquer le vrai mot. Et donc, moi, je pense qu'ils sont dans leur rôle. Je suis persuadé aussi que ces deux entreprises, elles sont en train de travailler, elles essaient de faire le maximum pour polluer le moins possible. Je ne suis pas persuadé qu'elles partent en courant, aller s'installer ailleurs pour aller polluer ailleurs, parce que personne n'en voudra. Donc elles vont être obligées, effectivement, sous la pression des plaintes, peut-être d'aller plus vite, tout simplement. Et puis elles ont besoin de personnel qualifié. Et à Lyon, on a justement ce tissu de formation pour ce genre d'entreprise. Il ne faut pas échapper qu'une bonne partie de l'industrie est partie à l'autre bout du monde. Hein. Pas... Oui, non, mais c'est de l'industrie de pointe, c'est quand même autre chose. Voilà, alors partir à l'autre bout du monde, mais partir ailleurs en France, je ne suis pas sûr, parce qu'ailleurs en France... Ils nous importent aujourd'hui des technologies de pointe. Hein. Les voitures électriques chinoises sont extrêmement performantes. Hein. Force d'avoir laissé l'industrie partir... Oui, mais là, c'est pas ou l'industrie ou la pollution. Là, on est en train de chercher quelque chose, justement, qui puisse permettre à ce que tout puisse s'entendre quand même. Non, mais je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison, mais je dis que c'est un rapport de force qui ne seront pas... C'est pas la métropole seule qui va le gérer. D'ailleurs, l'autre jour, vous avez reçu Muriel Laurent, la maire d'Éphèzin, et justement, pareil, elle, il y a un certain nombre de mesures qu'elle ne peut pas prendre parce que l'Union européenne, pour le moment, l'en empêche. Et c'est justement quelque chose aussi qui va être un enjeu des futures élections européennes, c'est les directives là-dessus. Pour le moment, la France a bloqué un certain nombre de directives sur le FAS, sur un certain nombre d'autres phénomènes, et ça, c'est justement quelque chose qu'il faudra porter au niveau des instances européennes. Et l'audience au tribunal judiciaire. Il a réussi à faire campagne pour sa liste. J'ai pas du tout fait campagne, j'explique des choses factuelles. C'est du temps de parole qui vous sera décompté, Romain. L'audience au tribunal judiciaire de Daikin et d'Arkema et de la métropole de Lyon, ce sera donc le 9 avril. On la suivra, on en reparlera. Nous, on arrive à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se dit à la semaine prochaine.